Les Clés de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nous voici ici dans notre bonne vieille ville de Saint-Dizier. Et comme dirait l'autre, je suis peut-être un brave gars. En tout cas, on va en parler tout à l'heure puisqu'on appelle les habitants de Saint-Dizier les braves gars. Et on vous dira pourquoi dans notre reportage qui a été tourné par Grégoire Darico et Alexandre Burkhardt. Nous continuons notre tour de France de l'immobilier, bien évidemment. Et comme on vous l'a dit, on s'intéresse aussi aux petites, aux grandes et aux très grandes villes. Et on est partout sur le territoire, toujours accompagné de mon fidèle complice Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro Immobilier. Comment ça va, Olivier ? Très bien, très heureux d'être ici à Saint-Dizier, effectivement, Sylvain, très heureux au nom de Figaro Immobilier, de Figaro Immo TV, de continuer, de poursuivre cette 5e saison des Clés de la Ville, se plonger au cœur des territoires, mieux comprendre les attentes, les besoins, décrypter les enjeux de la ville. C'est aussi un grand plaisir, toujours avec le même principe, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et on parle immobilier et logement, bien sûr, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. Et à travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville, elle bouge, elle se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi des nouvelles façons de vivre et d'habiter. On le verra encore aujourd'hui à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités emblématiques, des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour donc cette 3e étape de cette saison 5, après Nantes, après Poitiers, nous sommes à Saint-Dizier, reçus par notre grand témoin. On est très heureux d'être ici à l'Hôtel de Ville et d'avoir à nos côtés Quentin Brière. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Saint-Dizier. Très heureux d'accueillir votre émission ici, d'avoir cet échange et ce coup de projecteur. Maire de Saint-Dizier, président de l'agglomération Grand Saint-Dizier, d'Air et Vallée. On abordera avec vous, bien sûr, l'habitat, les projets urbains. Il y en a beaucoup à Saint-Dizier. Et au programme, nous retrouverons nos partenaires. Chaque mois, un notaire du Conseil supérieur du notariat. Aujourd'hui, nous recevrons Maître Louis Haussmann. Avec lui, on fera un tour d'horizon sur l'évolution des prix, des ventes à Saint-Dizier. Il délivrera aussi des conseils pratiques. Et puis, la séquence bien mieux avec notre partenaire Elio pour aborder la rénovation énergétique. Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques d'Elio, qui viendra nous éclairer sur les derniers dispositifs, ceux qui sont mis en mode pause au Parlement, et puis les projets de loi en attente, c'est MaPrimeRénov', c'est tout ce qui concerne la rénovation énergétique. On en saura plus au niveau national, mais aussi avec un focus local sur Saint-Dizier. Voilà pour ce beau programme. Voilà, un très très beau programme et je vous encourage les amis à venir ici à Saint-Dizier. La France a un incroyable talent. Je sais, c'était un peu facile, mais en tout cas, on a de très très beaux territoires, à une encablure des grandes métropoles, donc il n'y a pas photo. Il faut venir ici à Saint-Dizier et investir massivement, surtout qu'en plus, nous avons aujourd'hui des élus locaux, nouvelle génération, je le lui ai déjà dit, à vous, Quentin Brière, merci de nous recevoir dans ce très joli écrin de l'Hôtel de Ville, dans une place magnifique. On vous a préparé avec notre ami Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour Sylvain. Un joli reportage que vous avez tourné avec Alexandre Burkhardt. Tout à fait. Je crois que c'est l'occasion de dire qu'on a été très bien reçus par la ville de Saint-Dizier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et je voudrais surtout remercier Philippe Delorme, qui est historien, spécialiste de la ville de Saint-Dizier, et qui a accepté de nous consacrer du temps pour nous raconter sa ville, d'où elle est partie et jusqu'où elle a évolué dans sa forme d'aujourd'hui. Et c'est très important, je crois, pour introduire nos propos. D'ailleurs, souvent, on a beaucoup de chance, puisque dans les villes de France, mon cher Quentin, on trouve toujours des historiens très attachés à la ville, attachés à leur histoire, qui nous font rêver aussi, et qui nous donnent une vision finalement un peu plus holistique des territoires, et qui nous font penser finalement que la France est une unité en soi. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant de voir des personnes qui ont les pieds dans la tradition et l'histoire, ça nous aide à percevoir. Tourner vers la modernité. C'est le cas de Saint-Dizier, qui est résolument tourné vers la modernité. Et vous avez tourné d'ailleurs, ces très jolies images. Je vous propose qu'on lance le reportage. Bonjour à tous, bienvenue à Saint-Dizier. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 3e étape de la 5e saison des Clés de la Ville. Le temps file vite, bienvenue dans le Manchester français, la capitale de la métallurgie en France.
Je vous emmène visiter la ville, c'est parti. Bienvenue donc dans la ville des braves gars, une ville qui sent bon l'industrie, une ville de caractère, une ville symbole de la France dite périphérique. Saint-Dizier, c'est le portrait type de ce que l'on appelle une shrinking city, soit une ville rétrécissante ou ville en déclin. A l'instar de Détroit aux États-Unis, une shrinking city serait une ville au passé florissant, dont les infrastructures ont été construites pour une population plus nombreuse et dont leur entretien constitue une préoccupation majeure. Les premières pierres posées à Saint-Dizier datent seulement du XIIIe siècle. C'est dû à l'initiative des seigneurs du coin qui s'appelaient les comtes de Dampierre et qui faisaient partie de l'entourage des comtes de Champagne. Ils étaient possessionnés pas loin d'ici, dans un village, et ont décidé de créer ce qu'on appelle une ville nouvelle. Et pour attirer les gens, ils leur ont accordé ce qu'on appelle des privilèges. C'est une ville qui s'est d'abord développée au Moyen-Âge. Elle suscite rapidement de l'intérêt par sa position stratégique, située au carrefour de la Haute-Marne, de la Marne et de la Meuse. C'est avant tout une histoire d'industrie. De son patrimoine médiéval, il ne reste plus grand-chose, puisqu'en 1775, la cité bragarde a subi un incendie qui ravage les 2/3 de la ville. Tout est à reconstruire et la cité bénéficie ainsi d'une nouvelle dynamique. Elle gagne en modernité et en salubrité. La ville, comme on le voit ici sur le fronton, ici s'est développée de façon considérable parce qu'elle est sur la Marne. De nos jours, c'est pas un fleuve très important, mais en ce temps-là, c'est capital. Je dirais que c'est une sorte d'autoroute, mais qui marche à sens unique et seulement pendant une partie de l'année. C'est-à-dire pendant la saison d'hiver, elle est pleine, donc on peut la charger de bateaux, de trains de bois en direction de Paris et en direction des chantiers navals de la basse Normandie et de Rouen. Tout ça, ça fait une activité qui est considérable, qui s'ajoute à l'activité métallurgique, la construction de hauts fourneaux. Donc c'est ça qui fait, je dirais, le fond de l'activité des habitants, le travail du bois, le transport et le travail de la métallurgie. There's nobody else like my sisters. My sisters, watch them and you'll know. There's nobody else like my sisters. They're working, always on the go. À Saint-Dizier, 19e siècle rime à n'en pas douter avec métallurgie. Plusieurs conditions favorables sont alors réunies pour faire de Saint-Dizier une place forte du pays. D'abord les cours du fer qui sont fixés pour l'ensemble du pays. Ensuite une croissance exponentielle de la population. Le chemin de fer ensuite qui arrive en 1855. Et enfin une ville entourée de forêts procurant le combustible, d'eau vive et de gisements de minerais de fer. Saint-Dizier, c'est aussi le berceau des célèbres glaces Miko. Un succès devenu mondial avec l'arrivée des GIs américains dans l'Hexagone. C'est aussi la base aérienne 113, la première de France à accueillir les célèbres Rafales, une base stratégique qui génère 2000 emplois encore aujourd'hui. La ville de Saint-Dizier connaît son pic de population en 1975 avec 40 000 habitants. Le choc pétrolier fut une révolution et le début d'un déclin industriel et démographique pour une ville qui compte aujourd'hui 26 300 habitants. Un déclin constaté, oui, mais une dynamique retrouvée, et une ville qui veut rebondir. Partenariat immobilier innovant, redynamisation du cœur de ville, changement de modèle pour le territoire, Saint-Dizier qui fut l'atelier du Paris de la belle époque, pour reprendre les propos du maire Quentin Brière, veut renouer avec son riche passé. Oui, les habitants de Saint-Dizier s'appellent volontiers eux-mêmes les bragards. Mais il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est que il est inimaginable que le roi François Ier ait pu dire devant la cour « Ah, les braves gars ». Selon les termes de l'époque, il aurait dit « les braves gens ». En militaire, il dit à un colonel « vous faites monter vos gens, faites passer vos gens », parce que c'est une façon quand même de rappeler la défense qu'ils ont assurée là pendant le siège de 1544 contre Charles Quint, et que la ville a tenu beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait, alors que Charles Quint pensait que
Il allait pouvoir se présenter devant Paris, rejoindre les forces du roi d'Angleterre Henri IV et ne faire qu'une bouchée de la pauvre armée de François Ier. Voilà, c'était la présentation de la ville. Nous sommes ravis de vous accueillir à Saint-Dizier, une ville encore trop méconnue mais qui pourtant se redynamise petit à petit. Et ça, on va le découvrir tous ensemble lors de l'émission. Sylvain, Olivier, c'est à vous. Et moi, je vous dis encore une fois, bienvenue à Saint-Dizier. Bravo. Merci à vous, Grégoire, et à Alexandre Burkhardt. Vous avez tourné de très jolies images. Il vous a plu ce reportage, Quentin Bria? Oui, je suis très impressionné des images qui ont été prises. C'est vraiment très beau, très joli. Il y a eu un point qui m'a marqué. Vous savez, quand vous filmez les fonderies à un moment, la fonderie, c'est souvent perçu comme assez brute, très difficile. Le fait, c'est des métiers qui sont exigeants. Et à la fois, ils produisent du mobilier urbain et de la fonte d'art, historiquement. Donc, c'est magnifique. Et vous l'avez présenté comme quelque chose de féerique et de magique, avec un fond musical génial. Je trouvais ça à la fois surprenant et finalement très juste, parce que ça dit autre chose de la magie qu'il y a derrière ces métiers. Écoutez, c'était un plaisir et je dois dire qu'on a un directeur artistique de talent avec Alexandre Burkhardt qui a réussi à magnifier ce moment. D'ailleurs, avoir imaginé, je ne sais pas si c'est Piaf qui chante lorsque la fonderie a une espèce de musique, et j'ai trouvé ça très poétique. Et ces images, finalement, elles donnent une vision très holistique de la ville par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'on parle des fonderies, on parle quelque chose de plus dur. Je trouve que c'était bien de mettre l'accent, parce que la métallurgie, ça a été quand même un passé glorieux pour le territoire. Merci à vous. On va enchaîner avec justement cet premier entretien avec vous, Quentin Brière. Vous menez depuis 2021 un très ambitieux plan de transformation. C'est ce qui me fait dire, lorsque je vous ai rencontré, que vous étiez l'incarnation d'une nouvelle race d'élus locaux. C'est les mots que j'ai employés à l'époque. Nous étions avec Mecca Brunel à la Fondation Palladio à Paris. Vous cherchez bien évidemment à redonner cette dynamique à la ville, à se réinventer. Et ce plan s'appelle Révéler Saint-Dizier. Mobiliser les habitants, les entreprises locales et booster finalement l'attractivité de la ville. Moi, j'ai envie de vous dire, comment vous est venue cette idée de le mettre depuis que vous êtes aux affaires, bien évidemment, et quels sont les détails pratiques de ce plan très ambitieux que vous avez pour Saint-Dizier? Merci de mettre en avant ce projet qu'on essaie de porter. Révéler Saint-Dizier, c'est quoi? C'est pas seulement faire venir et travailler les acteurs locaux et les habitants, parce que ça on le fait, on doit le faire, mais c'est toute une démarche qui vise à faire venir des investisseurs, tous les grands acteurs, publics ou privés, mais d'envergure nationale, qui ont fait les grandes villes, qui ont fait la France, mais qui sont absents aujourd'hui, beaucoup trop absents de nos villes à nous. Alors, d'où ça part? Parce que vous me posiez cette question. Quand on arrive en fonction en 2020 avec l'équipe, on fait un double constat. C'est votre premier mandat, je crois. C'est mon premier mandat. On fait un double constat. Premier constat, c'est la ville est propriétaire d'un foncier et d'un immobilier absolument considérable. On le savait, mais c'est une chance chez nous, puisque mon prédécesseur, François Cornu-Gentil, avec qui je travaille encore beaucoup, a eu cette politique d'acquisition foncière pour maîtriser la ville et la transformer. Donc génial, une capacité à faire quasiment une ville nouvelle en plein centre, mais qui soit vraiment adaptée aux besoins du jour. Mais le deuxième constat, c'est qu'il n'y a aucun promoteur en face. Personne ne construit à Saint-Dizier, sauf les bailleurs sociaux. Et on a deux bons bailleurs, dont le bailleur de la ville, l'OPH de Saint-Dizier, qui est un acteur qui a déjà plus de 3000 logements dans sa botte, disons, et Pluriel Novilia, qui est une des branches de logement social du groupe Action Logement, qui investit et qui construit aussi ici énormément. Mais on n'a pas de quoi faire une ville qui soit diverse. Tu ne fais pas qu'une ville, et certainement pas un centre-ville, avec seulement du logement social. Donc comment on fait? L'idée est de dire, au fond, si on regarde le moindre sondage, 75, allez, 80% des Français, quand vous leur posez la question « Où est-ce que vous voudriez aller vivre si vous en aviez la possibilité ?», ils vous répondent « Dans les petites villes, enfin les villes moyennes, les petites villes ou en ruralité ». Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas remarqué encore que 80% des Français vivaient dans ces villes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas encore un horizon suffisamment désirable dans ces villes-là. Donc on a un travail, nous on a un rôle, qui est d'améliorer ces villes et leur désirabilité pour que tous ces Français puissent aller là où vraiment ils désirent vivre. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Et c'est là où on a cette démarche Révéler Saint-Dizier,
où on va chercher pas seulement les promoteurs, mais les investisseurs, tous ceux qui font la ville en général, donc tu vois, les acteurs culturels, les acteurs sportifs, ceux de la restauration, de l'hôtellerie et autres, en leur disant, venez montrer vos capacités à aller dans des villes comme les nôtres. Voilà. Et justement, oui, dans le prolongement, parce qu'on va venir en fait sur la méthode. Et la méthode, elle est très originale. Une méthode tout d'abord de co-construction, puisque vous êtes parti des fonctions vitales. Un peu comme la ville du quart d'heure, vous avez établi en fait différentes fonctions. Donc il y a habiter, se loger, travailler, se former, il y a se divertir, se cultiver, consommer, rencontrer, se restaurer, sortir. Une ville, c'est une identité, c'est une marque. Mieux comprendre donc l'avenir de la ville, penser aux générations futures, c'est aussi déjà de faire le constat, comment êtes-vous déjà chez vous et comment vous pouvez qualifier la ville de Saint-Dizier. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde cette étude, on voit plusieurs mots-clés qui définissent la ville. Populaire, qualité de vie, potentiel, ce sont les commerçants, entraide, les jeunes, pas si mal les militaires, les fiertés de la ville, base 113, la base aérienne, Mico, la fonderie, le patrimoine. Et quand vous interrogez en fait sur les manques, quels sont pour vous les manques qu'il faudrait peut-être améliorer? Les médecins, pas assez de médecins, le train, le travail, les études supérieures, les pistes cyclables, les lieux de rencontre. Et en fait, voilà, vous revenez à cette jeunesse du projet en disant aussi, on n'est pas dans un trou, on est un véritable bassin de vie, on a besoin d'embarquer tout le monde, les riverains, les élus, les associations, les acteurs économiques, partir de l'habitant, remettre déjà l'habitant au centre pour démarrer cette aventure, c'était indispensable. Oui, en 2021, donc juste au sortir du Covid, on s'est dit, on va commencer par montrer aux habitants tout ce dont ils sont propriétaires au travers de la ville. Et oui, on a une vingtaine de bâtiments dans Saint-Dizier qui sont en attente de trouver un nouveau destin, quoi, qu'il faut qu'on réhabilite complètement, plus tous les terrains que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on fait quoi? On se lance dans une journée un peu folle d'urbex. C'est-à-dire on ouvre les clés de la ville à l'ensemble des habitants. Et les habitants ont la possibilité d'entrer dans des lieux qui sont emblématiques, qui sont assez géniaux, et là d'exprimer leurs besoins. Et c'est dingue de voir tout ce qui est ressorti. Et effectivement, c'est ce que vous avez évoqué là. Et notamment, on l'a fait pas seulement avec le tout venant, mais avec des focus group. Qu'on a été chercher les militaires, les commerçants, les chefs d'entreprise, les associations. Et à travers les associations aussi, tout un public qui se sent interdit de centre-ville. Tu sais, genre, c'est pas pour moi. Non, j'ai pas les moyens de venir ici. Oui. Non, venez tous vous exprimer pour dire au fond, c'est quoi vos attentes sur cette ville? Et les attentes sont remontées. On en a tiré une sorte de cahier des charges. Et ce cahier des charges, on en fait une présentation, en quelque sorte, à l'ensemble des acteurs de la ville, et locaux, et extérieurs. Mais si t'as pas les deux, bah effectivement, ça réussira pas. Il faut en tout cas que ça matche entre les besoins locaux et ce qu'un promoteur ou un investisseur, un acteur de la ville pourrait faire ici. Alors, comme l'a expliqué très justement Olivier, cette ville, elle est finalement archétypique dans le dessin urbain français, à essayer de renouer avec une véritable prospérité. Mais la transition écologique est là, on est d'accord, il n'y a plus de débat. On a une masse critique aujourd'hui qui a engagé très clairement un très vaste mouvement, même anthropologique, sur le plan de la rénovation urbaine et de l'urbanité en général. Je sais que vous y souscrivez en très grande partie. Comment vous arrivez à faire coïncider cette notion à la fois d'éco-transition vers un modèle urbain qui est un modèle plutôt apaisé, notamment, vous avez compris que les moteurs thermiques, à un moment donné, il va falloir se poser la question du remplacement par les moteurs électriques, qu'on a des sujets aujourd'hui dans les grandes métropoles. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de comparer les métropoles comme grandes métropoles comme Paris, bien évidemment, mais ces situations-là sont quand même importantes. Comment vous faites pour finalement les faire coïncider avec à la fois une croissance très clairement affichée que vous avez, depuis que vous êtes aux affaires, affichée dans votre mandat, et en même temps, finalement, les efforts nécessaires, donc les investissements, vous, élu local, vous, la collectivité, qui avez été très ébranlée sur le plan des dotations, je regardais un peu, on peut même dire que vous avez été saigné à blanc, comme beaucoup de vos collègues maires aujourd'hui, par un État qui, clairement, s'est jacobinisé depuis quelques années, d'ailleurs depuis avec une vraie accélération depuis le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Comment vous faites pour résoudre cette équation? Et si on doit parler politique, à la limite, profitons-en. Vous cherchez la polémique, Sylvain. Non. Je suis un peu journaliste, c'est pour ça. On parlait de méthode tout à l'heure. Pendant 30-40 ans, les villes moyennes comme les nôtres,
Et nous, on est effectivement un archétype de ces villes moyennes qui a tout pris dans la tronche, quoi. Ah bah là, c'est... Voilà, avec tous les indicateurs. Plus ce serait de la gourmandise. Exactement. Pendant 30-40 ans, la méthode qui a été employée, c'est l'argent public pour aider nos villes. C'est nécessaire. On investit du coup sur des équipements publics, on essaie de tirer la ville vers le haut, etc. Mais en fait, ça donne quoi? Ça a donné quand même les Gilets jaunes, ça a donné quand même un vote Rassemblement National où vous êtes dans le département du Général de Gaulle. Aujourd'hui, tous les députés sont RN. Oui. Ça donne un sentiment de perte, de prise en main de notre destin, etc. Donc, cette première méthode d'argent public, elle est nécessaire, mais elle suffit pas. Et c'est là où on se dit, mais il faut une autre méthode. Où finalement, le génie français, qui se trouve dans nos entreprises, dans les grands groupes, qui vont partout dans les grandes villes, doit venir jusqu'ici pour investir lui aussi. Et c'est là où vous résolvez une partie de l'équation économique que vous évoquiez. C'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de tout porter. Et quand bien même on le serait, en fait, on ne sait pas faire. Moi, je ne sais pas ouvrir un hôtel ou un resto, et pourtant, il y a besoin de ça. Je ne sais pas ouvrir de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas faire venir un médecin au forceps. Et vous arrivez à faire cohabiter, finalement, la transition aujourd'hui écologique, qui parfois, d'ailleurs, sur certains hommes, vous le savez, sont quand même des injonctions, parfois... qui s'apparente à une forme de punition pour certains opérateurs, pour certains acteurs qui se disent on est soumis à une inflation normative qui pèse sur l'avenir de l'investissement. Vous le savez, ça. La question de la transition écologique, je vais y venir. Et il faut qu'on la résolve, je pense, comme tous les autres sujets. Et ce que j'évoquais là, c'est que c'est bien par le génie de ces différentes entreprises qu'on va réussir à résoudre 2-3 choses. Avant de venir, je vais y venir à la transition éco, mais quand on se dit qu'il faut faire des alliances avec des grands groupes et qu'il faut les faire venir ici, c'est quoi le genre d'exemple? C'est le Grand Palais parisien, la RMN Grand Palais, qui dit, moi au fond, j'ai le Grand Palais immersif qui fait des expos éphémères absolument splendides. Vous en avez en ce moment à Opéra Bastille. Mais ces expos éphémères, comment est-ce que je pourrais en faire bénéficier à cette deuxième France qui aujourd'hui n'arrive pas à aller la voir? Il crée un concept qui va s'appeler le projet Muse, dont le premier a ouvert à Saint-Dizier, qui consiste à redimensionner ces expos immersifs géniales et à les déployer chez nous. Aujourd'hui, la première antenne territoriale du Grand Palais est à Saint-Dizier. Et notre grande fierté, c'était pas qu'elle ouvre ici en 1. C'est que d'autres aient ouvert ensuite. Il y en a une à Maubeuge, il y en a une à Barentin. On l'a inauguré avec la ministre de la Culture à l'époque, avec Chris Dercon, le président du Grand Palais. Là, vous faites la ville et vous amenez des expos extraordinaires chez nous. Le sport, parce qu'il faut faire des petites villes qui est toute une grande, si on revient au fait que les Français doivent venir chez nous. Le sport, on a travaillé avec les JO. Les JO ont eu cette promesse qui a consisté à dire, et ça va rejoindre la question environnementale, qui a consisté à dire il faut que les JO laissent un héritage partout en France et pas seulement à Paris. Génial. Relevons ce défi ensemble alors. Venez laisser un héritage ici. Comment on peut faire? Et c'est là où le COJO, le comité d'organisation, s'est penché sur Saint-Dizier et s'est dit comment on peut faire de cette ville une ville laboratoire, une ville pilote sur les questions de design actif, c'est-à-dire de sport dans l'espace public. Comment on peut transformer l'urbain pour que de l'activité sportive, de l'activité ludique, du truc où tu te bouges, quoi, puisse se faire partout où tu le veux dans la ville. Et on a ainsi commencé à transformer la quasi-totalité de nos cours d'école pour en faire des cours d'école actives et végétales. On pourra en parler si vous voulez. On a créé une grande boucle, donc le plus grand équipement de design actif de France, un truc qui fait 8 km de long, à l'échelle de la Marne et du Canal, qui court partout autour de Saint-Dizier, où vous pourrez à terme faire 30 sports. Chaque habitant de Saint-Dizier se trouvera à 5 minutes, mais grand maximum de cette boucle. Et aujourd'hui, elle est financée et par l'Agence nationale des sports, et par l'État, et bien sûr par nos fonds propres, après région, agence de l'eau, etc. Alors, justement, pour poursuivre, justement sur à la fois cette transition écologique, davantage de nature, d'espace vert, c'est aussi une meilleure mobilité, de la proximité, de la rénovation, de la réhabilitation bas carbone. Saint-Dizier est traversé par de l'eau, c'est un atout, c'est une ville-rue, c'est une ville forte de remparts avec des zones aménagées. Pour bien comprendre, notamment, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord la gare. Vous souhaitez mieux relier déjà avec Reims, Nancy, l'accès avec Paris. Mais c'est aussi de se dire, quand on arrive dans la gare, on a besoin d'identité, de comprendre où on est. Et là, vous voulez notamment revoir le mobilier urbain en lien avec le fait de dire que c'est la capitale de fonte d'art qu'est Saint-Dizier. Vous souhaitez métamorphoser un ancien site de Décathlon pour en faire un complexe multisport. C'est réinventer l'ancien centre de France Télécom pour en faire un lieu de travail, de télétravail avec des espaces de coworking. C'est imaginer ce parc urbain dont vous parlez. Enfin, c'est rêver en grand, c'est dire qu'ici, tout est possible, et c'est justement pour montrer ce dynamisme et attirer à la fois des investisseurs, mais aussi des exploitants. Oui, vous avez très bien décrit l'ensemble des actions qu'on est en train de mener sur ce qu'on a appelé le master plan
le master plan de Saint-Dizier. Et ce master plan, on l'a écrit avec les acteurs que j'évoquais tout à l'heure, les grands acteurs. On l'a pas fait dans notre coin avec un AMO. On l'a fait avec la population, avec tous ces investisseurs et autres. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrive à ramener des fonctions de ville dans notre cœur de ville. Vous parliez de la gare, j'adore. Quand tu entres dans un commerce, il ne faut pas que tu te demandes ce que tu as acheté dans ce commerce, que tu le saches tout de suite. Et au fond, pourquoi? Parce que c'est ça la concurrence. Et au fond, les villes, c'est un peu ça qu'elles doivent réussir à faire. C'est-à-dire, quand tu arrives dans une ville, il ne faut pas que tu te demandes pendant 200 ans, mais où est-ce que tu débarques, quoi? Quand on arrive à Saint-Dizier, on doit voir tout de suite qu'il y a un accès à l'eau immédiat. C'est une ville d'eau absolument magnifique. On n'est pas entouré par un périph', mais par de l'eau. On a cette chance. Donc on a recréé des espaces qui te donnent accès au canal immédiatement. Et puis on est la capitale mondiale de la fonte d'art. Savez-vous que les fontaines Wallace, toutes les entrées de métro Guimard, tous les candélabres des Champs-Élysées, tout le mobilier urbain parisien ont été fondus ici. Donc si vous avez aujourd'hui des millions de touristes qui viennent déverser leurs milliards à Paris, c'est grâce à nous. Et ça, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ça se voyait pas. Donc on a voulu transformer notre entrée de ville qu'est la gare pour faire en sorte que ça se voit. Alors vous avez raison, puisque avec Olivier, on a dû faire une bonne quarantaine de villes. Et on a vu des sorties de gare très très moches. Alors vraiment très très moches, à tel point qu'elles finissaient par devenir jolies. Et c'est une des premières questions qu'on pose au maire, justement. Et vous avez 1000 fois raison. La première image qui se projette dans celui qui débarque à Saint-Dizier, par exemple, c'est le quartier gare. On va parler habitat. Vous avez récemment signé une convention. Alors, c'est un peu un modèle du genre. Je voudrais vraiment qu'on développe avec la ville d'Aubervilliers. Un gros enjeu. Avec un partenariat que vous avez voulu innovant à l'initiative du Grand Paris Aménagement, dont un ami proche est le président, puisque c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président de la région Île-de-France, qui est un grand monsieur de l'aménagement du territoire et de l'immobilier. Concrètement, si un promoteur veut construire à Aubervilliers, il doit construire à Saint-Dizier. Si je simplifie en disant 1 mètre carré Aubervilliers, 1 mètre carré Saint-Dizier, est-ce que j'ai juste? Vous avez quasiment juste, quasiment. Expliquez-nous, parce que c'est quand même assez innovant. Et on n'aurait pas imaginé, avec Olivier, lorsqu'on a travaillé sur ce dossier, que votre collectivité puisse avoir ce type de partenariat dans cet angle-là. Saint-Dizier, ville archétype des villes à qui tout a toujours tourné le dos, doit devenir une ville laboratoire pour la centaine de villes moyennes qui nous ressemblent, en testant des choses. Et c'est là où, sur l'habitat, on a voulu tester un truc. Et vous avez cette ambition de devenir un peu la locomotive des villes moyennes? Non, pas la locomotive des villes moyennes. On ne saurait pas faire. Mais laboratoire, un lieu où on invente des solutions. Vous voulez faire un lab? Un lieu où on invente des solutions, et donc des solutions qui fonctionnent et qui soient duplicables dans les villes comme les nôtres. C'est comme ça que petit à petit, tu peux offrir à un investisseur un marché en réalité. C'est que s'il fait un truc qui fonctionne ici, il saura le déployer en massifiant, donc en trouvant un modèle économique dans une centaine de villes comme la nôtre. Sur l'habitat, le constat, c'était quoi? C'est qu'on a du logement ici ancien, qui est assez dégradé ou pas adapté, et qui ne correspond pas à l'offre, enfin aux besoins actuels. Et le seul logement neuf, du coup, qui se construise depuis 20 ans, c'est du logement social. Sauf qu'on a déjà 43% de logements sociaux. 43% intramuros. Intramuros. Ou sur l'agglo. Non, à Saint-Dizier, 43% de logements sociaux. Voilà. Et c'est bien, mais en fait, en réalité, il faut qu'on diversifie. Oui. Donc si vous êtes un couple de retraités qui vivait en périphérie et qui voulait revenir vivre pour vieillir tranquillement en proximité des services en centre-ville, vous ne trouvez pas de bien. Si vous êtes un militaire qui est muté à Saint-Dizier, qui se dit est-ce que je viens avec ma famille ou pas, qui cherche quelque chose de neuf, qui n'a pas le courage de faire les travaux, vous ne trouvez pas de bien. Ou alors il faut acheter de l'ancien et ça. Donc l'enjeu c'est de faire venir des promoteurs à Saint-Dizier pour qu'ils produisent des logements collectifs qui soient non sociaux et neufs. Mais y a-t-il besoin de logements neufs à Saint-Dizier? Oui, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que le public là que j'évoque par exemple a besoin d'une offre comme celle-ci. Mais le problème est lequel? C'est le problème d'équation. Dans l'ancien, aujourd'hui, vous êtes entre 900 et 1400 euros du mètre carré. Le problème, c'est qu'un logement neuf qui se construirait n'importe où en France sortirait minimum à 3000 euros du mètre carré. Allez, 2900, etc. Donc, comment tu fais pour être concurrentiel à cause des coûts fonciers, construction, le poids des normes, ça, voilà. Bien sûr. Et donc, comment tu fais pour faire une équation comme celle-ci? C'est pour ça que les promoteurs ne regardent pas et qu'on n'est pas dans le radar. Eh bien, c'est là où il faut... Et pourtant, il y a un besoin, il y a des gens qui seraient prêts à acheter à 3000 euros du mètre. Et c'est là où Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement, et Jean-Philippe Dugoin-Clément nous a soutenus dans la démarche, évidemment, a proposé cette solution. Ils ont dit, finalement... Il n'y a aucun promoteur qui veut venir chez vous, mais j'en ai plein, moi, qui veulent venir sur un de mes terrains au Grand Paris. Et donc, et si on jumelait votre terrain sur un terrain parisien, enfin du Grand Paris, et on disait aux promoteurs, négativement, si tu veux construire, en l'occurrence à Aubervilliers, il faut d'abord que tu construises à Saint-Dizier, ou dit plus positivement, si tu acceptes de prendre ton risque à Saint-Dizier, on le récompensera en te donnant des droits à construire à Aubervilliers. Ça, c'est génial.
Parce que ça permet d'équilibrer quasiment une opération ici, ou en tout cas de récompenser le risque qui est pris. Ça, c'était signé en février dernier, mais y a-t-il eu déjà des demandes, des touches concrètes, justement des promoteurs qui disent « Ok, banco, on se lance ». Oui, alors déjà, le plus dur, ça a été de trouver une ville qui accepte. Oui. Alors, et Karine Franklin, la maire d'Aubervilliers, est une maire exceptionnelle, et elle a compris la chose suivante, c'est qu'elle n'a rien à gagner, c'est vrai. Elle perd rien pour autant. Mais en revanche, elle sait que c'est par des alliances territoriales comme ça, il faut faire toute une équipe de France de maires qui se bouge, tu vois, qu'on arrivera à trouver des solutions. Et les promoteurs, c'est ça l'enjeu. Alors moi, au moment où Grand Paris Aménagement lance l'appel d'offres, je vous cache pas que je dors moyen. Je me dis, est-ce qu'il y a un promoteur qui répondra? Alors, on lance une consultation restreinte et tous les promoteurs qu'on sollicite répondent. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en stade de la sélection. Sélection également de l'architecte avec le promoteur qui sera sélectionné. Et on a donc un projet qui est en train d'avancer. Et donc, au premier semestre prochain, il y aura bien un projet qui sera déposé. L'appel à manifestation d'intérêt, c'est bien ça? Oui. Et c'est un promoteur sélectionné? Oui, on a choisi qu'un. D'accord. Vous n'en choisissez qu'un? Non, vous ne faites pas un pool de promoteurs? Ah, ben, il y a une mise en concurrence. Et il y a un promoteur ici. Concerner combien de logements à peu près? Alors, on parle de micro-opérations, mais c'est ça qui est très important. Quand même, combien de c'est pour Aubervilliers, 88 logements. Oui. Pour Saint-Dizier, 50 logements. Voilà. Et donc avec ça, si tu veux, tu changes pas toute la ville. Par contre, tu peux éventuellement faire émerger un marché de l'immobilier dans le neuf, qui du coup donne la possibilité éventuellement à d'autres promoteurs de venir. Question. Indépendamment, on a bien compris, 50 logements, encore, vous dites, en substance, il y aura une sortie pour ces logements neufs. Bien sûr. Puisqu'il y aura une demande. Oui, j'en suis convaincu. Lorsqu'on compare, effectivement, on en parlera avec Maître Haussmann, des prix de l'ancien. OK. Est-ce que dans le sens inverse, c'est possible? C'est-à-dire que si on veut construire à Saint-Dizier, est-ce qu'il faut aussi construire à Aubervilliers? Alors, le jour où ça arrivera, on sera très heureux. En l'occurrence, oui, voilà. Oui, non, mais, si je vais à Aubervilliers, le deal, c'est si tu veux construire à Aubervilliers, il faut que tu boostes un peu la promotion à Saint-Dizier. Mais si je veux venir à Saint-Dizier, est-ce que je peux avoir un plan à Aubervilliers? Ah bah là, en l'occurrence, vous avez un plan Aubervilliers si vous acceptez de venir jusqu'à Saint-Dizier. Voilà. Mais le plan, il se fait sur une seule opération. C'est ça qui est top. Et sur les opérations diffuses, par exemple, un promoteur qui viendrait en dehors de l'appel à manifestation d'intérêt et s'intéresserait et serait un peu offensif et miserait sur la potentialité de la ville en disant « Nous, on cherche du foncier, vous en avez, on va vous aider, nous, on va construire un promoteur bien archétypique, lambda, vous l'aidez ». Bien sûr qu'on l'aide. Nous, on sait être à l'écoute de tout promoteur investisseur. Est-ce que c'est le cas pour les bâtiments aussi tertiaires? Est-ce que, par exemple, vous intéressez, vous savez, de plus en plus, il y a une chose qui se développe qui s'appelle les data centers, qui permettent effectivement d'avoir des trucs. Est-ce que c'est des projets sur lesquels vous êtes? Est-ce que vous faites des projets logistiques? Est-ce que vous avez une mixité, finalement, une multipolarisation des actifs immobiliers dans votre vision? Oui, il faut que, à la fois, on arrive à déployer du logement neuf, très bien. On a un énorme travail en cours sur le logement ancien, on en parlera. Donc, comment on fait pour que toute la vacance résidentielle puisse être résorbée, en tout cas en partie dans notre centre-ville. Ensuite, on travaille sur le tertiaire pour avoir des vrais bureaux, des endroits assez sympas qui permettent d'attirer, mais en centre-ville, parce qu'aujourd'hui, vous en avez plutôt en périphérie, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable pour un travailleur. Et évidemment qu'il y a tout l'aspect industriel ensuite. Bien sûr. Quand on est sur le data center, on est quasiment sur l'industriel. Oui, industriel et avec une connectique, avec des flux, notamment énergétiques, qui sont fondamentales pour faire fonctionner l'économie locale. Oui, bien sûr. Faire venir des investisseurs industriels. Tu viens pas vivre ici si tu n'as pas un travail. Oui, donc l'enjeu est de réussir à attirer aujourd'hui, parce que c'est ça notre vivier, hein, c'est vraiment des gros industriels. Emploi, logement, exactement. Et les indus, on en a beaucoup qui se sont installés récemment. Vous voyez, de plusieurs milliers de destructions d'emplois qu'on a constatées sur les dernières décennies. On est aujourd'hui plutôt sur plusieurs centaines de créations d'emplois. Donc on a une dynamique qui s'inverse et qu'on constate de manière assez positive, de même que des signaux faibles comme des légères hausses de population. Oui, en 2023, on perd plus d'habitants. Voilà, justement, vous avez super encourageant. Mais 2024, on reconstate une légère baisse, plus faible que la hausse qu'il y a eu l'année d'avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des petits à-coups qui se font. Et il y a des années également, sur les 3 dernières, où on a constaté des légères hausses d'effectifs scolaires à la rentrée. Je vois ça comme des signaux faibles, positifs. Tu sais, t'es dans la tempête, t'es dans le bateau, tout ça, tu galères et tu te dis, mais quels sont les signaux de retour du beau temps qu'on pourrait avoir? Donc chacun doit être regardé comme tel, c'est-à-dire pas comme un retour du beau temps
temps immédiat, mais quand même comme des signaux faibles d'amélioration. Et Une dernière question avant de passer Oui. à nos séquences. Sur les Olivier attentes locales en matière de logement, suite au diagnostic donc sur l'habitat à Saint-Dizier, sur les pistes d'action, ce qui est réalisable, les orientations à moyen long terme, il y a effectivement beaucoup de demandes sur produire du logement avant tout abordable, du logement libre pour des familles, pour des stagiaires, pour des alternants, pour les militaires, pour des seniors, de la mixité. Il y a beaucoup d'attentes dans le domaine. Oui, il faut réussir à faire vivre de manière beaucoup plus mixte en centre-ville et dans les quartiers qui sont autour, une série d'habitants. Aujourd'hui, le logement, il est abordable à Saint-Dizier. Il est même largement avec les prix qu'on a indiqués. Il l'est pas pour quelqu'un qui est pas prêt à faire des travaux. Hein, ou pour quelqu'un qui cherche un logement un tout petit peu plus vaste qu'un T2. Quoi. Ouais, bien sûr. Et c'est là où on a ce projet d'alliance foncière qui intervient et où on a aussi toutes les fonctions de ville qu'on a évoquées, hein, culturelles, sportives et autres, qui doivent pouvoir s'intégrer pour donner quand même envie aussi d'avoir ton logement en centre-ville de Saint-Dizier. Alors, on va. Merci beaucoup, Quentin Briard. Vous restez Merci à avec nous. Vous restez avec nous. Merci. Ok, je m'en vais pas. Effectivement, voilà, on vous a donné un maximum d'infos sur la ville de Saint-Dizier. Moi, je vous propose, les amis, qu'on rentre un peu plus dans le sujet avec des chiffres, justement, sur l'investissement à Saint-Dizier. Je vous propose 2 séquences. On va commencer par les notaires qui sont représentés dignement ici à Saint-Dizier, et on remercie d'ailleurs nos amis du Conseil supérieur du notariat, où on va examiner les prix, et ensuite on parlera de rénovation énergétique, mais tout de suite on va recevoir Maître Louis Haussmann, on va parler d'immobilier dans l'ancien. Les clés de la ville, parlons bien, avec le Conseil supérieur du notariat. Eh bien, voilà, la séquence Parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat, c'est une séquence extrêmement importante, puisque les amis, ça vous donne les métriques, entre guillemets, c'est vachement bien dit quand je dis comme ça, au mètre carré, prix à la location, prix à l'achat, sur ce qu'on appelle l'immobilier ancien. On va en parler, mais justement, avec vous, Maître Louis Haussmann. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Vous êtes notaire ici à Saint-Dizier, et comme c'est l'usage, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Oui, merci, Maître, bien sûr, d'être avec nous, représentant du Conseil supérieur du notariat, Maître Louis Haussmann, notaire à Saint-Dizier. Alors, on va faire un tour d'horizon, ce qu'on évoquait au début de l'émission avec vous sur ce marché de l'immobilier, à l'échelle, bien sûr, de la ville, mais aussi de la périphérie. Tout d'abord, quelques chiffres clés pour démarrer. Des statistiques à fin juin 2024, fournies par les notaires, 990 comme 990 €. C'est le prix médian au mètre carré d'un appartement ancien à Saint-Dizier. Alors, c'est moins 6% sur un an, mais c'est plus 4,5% si on remonte à 5 ans en arrière. 103 000 €, ça c'est le prix de vente médian d'une maison ancienne à Saint-Dizier, avec une activité qui, dans pas mal de villes que l'on voit avec Sylvain, a tendance à repartir, la combinaison de la légère baisse des prix, de la baisse des taux d'intérêt, on sent, ça y est, que ça redémarre un petit peu. Quel est l'état, tout d'abord, de l'activité ici à Saint-Dizier sur ce marché de l'immobilier, Maître ? À vrai dire, comme partout en France, on a eu une grosse contraction des volumes de vente en début d'année, un peu plus tard que le reste de la France, hein, dans les grandes villes, en région parisienne, sur Lyon et Marseille, ça a commencé dès le premier semestre 2023. Nous, en 2023, on s'est à peu près maintenu. Ça a commencé à baisser les volumes de vente sur le 4e trimestre. À la fois maison et appartement, oui, pour les deux, oui. Et donc... Dans des proportions significatives, la baisse significative, oui. Là, par exemple, à aujourd'hui, on est à peu près sur un recul de 24-25%. Ah oui, quand même. Sur le premier semestre. Donc maintenant, ça s'équilibre à peu près. On est plus haut sur 18-20. Alors, donc ça redémarre un petit peu quand même. Alors, il y a eu un coup d'arrêt, notamment par la hausse brutale des taux d'intérêt qui a surpris tout le monde. Et les banques qui ne prêtaient plus. Rapidement de 1 à 4%, plus les banques qui durcissaient les conditions d'octroi des crédits. Là, voilà, on a le sentiment que ça s'améliore, et ça, c'est ce que vous constatez dans vos études. Oui, on est passé il y a un an d'à peu près 4,50% sur des prêts à 25 ans à maintenant, on voit du 3,70, 3,80%. Donc, ça permet quand même de réaliser des transactions qui ne se réalisaient plus, surtout pour des gens qui sont un peu justes. Est-ce que vous faites une corrélation avec justement les annonces des banques
qu'elles ont annoncé à grand cours de communication avec Olivier. D'ailleurs, ça nous a même un peu... voilà, il y a presque une ironie du sort en disant, voilà, on reprête, on reconquiert du client. Et on a même vu des 25 ans à 3,30, 3,40. Est-ce que vous faites une corrélation avec cette annonce où les indicateurs de reprise des prêts bancaires ont réouvert les vannes et l'augmentation des ventes? Vous dites, il y a un effet mécanique ou pas? Oui, peut-être il y a une corrélation, mais c'est vrai qu'il y a quand même un gros critère de confiance et des particuliers et des investisseurs dans le fait d'acheter ou dans le fait d'acheter. Et c'est vrai que bon, là, on voit qu'il y a une tendance qui se dessine de stabilisation, voire de baisse des taux, et donc ça incite les gens à revenir sur le marché. Olivier. Alors, on va voir plus localement, et c'est tout l'objet en fait de cette rubrique. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Dizier, quelles sont les spécificités des marchés immobiliers à Saint-Dizier, si l'on prend par quartier, voilà. Si vous deviez nous donner une photo de Saint-Dizier côté immobilier. Eh bien, on a le quartier où nous sommes, le centre-ville, donc il y a le quartier historique, donc on a beaucoup de logements anciens, de la maison mitoyenne. À côté de ça, donc vous avez... Est-ce le quartier le plus cher, notamment le centre ou pas? Si l'on devait... il doit y avoir une disparité entre les quartiers pas au forcément, niveau des prix, non? vous avez tout dans le centre-ville. Vous pouvez avoir des rues qui sont assez délabrées. Et puis, à 200 mètres d'ici, vous avez un beau quartier résidentiel où on a les prix au mètre carré parmi les plus élevés de la ville. Et donc, parallèlement à ça, vous avez d'autres quartiers donc plus périphériques, donc qui sont aussi beaucoup plus récents, comme le quartier du Clos-Mortier, donc qui est un quartier de lotissement où les lotissements les premiers datent des débuts des années 80 et les derniers du milieu des années 2000. D'accord, et sur des prix en fait qui s'échelonnent, en gros, c'est ce qu'on évoquait entre 900 1300 euros du mètre carré à peu près en moyenne. Voilà, c'est ça. Donc plutôt 1300, 1400, 1500 pour les pavillons les plus récents. Puis pour ceux du début des années 80, on est plutôt autour de 900, un peu plus s'ils ont été rénovés récemment. C'est dingue, hein, quand... non mais ça ne cesse. Vous m'écoutez de l'autre côté de la toile, vous avez vu 900 euros du mètre. C'est fou. Je vais acheter la ville. Oui, vous pouvez avoir du 400 ou du 500 euros un peu, aussi, il faut venir investir ici. À rénover complètement. Il faut venir investir à Saint-Dizier. Aller dans les villes. Vous avez souvent beaucoup de rénovations à mettre, quand même. Oui, mais on la finance. Oui, mais alors, à 800 euros du mètre carré ou à 900 euros du mètre carré. T'es prêt à en mettre? Quentin, je finance la rénovation énergétique. On peut faire un placement à la fois patrimonial, sécurisé à Saint-Dizier, et qui prendra de la valeur sur moyen long terme. Maître. En tout cas, ça monte jamais en flèche comme sur Paris, où on a pris plus de 25% en 10 ans, mais en tout cas, quand ça baisse, ça ne baisse pas mais ça reste de manière très importante. Ça reste un actif tangible. Non, mais ce point-là est essentiel. Avec une plus grande stabilité. Vous pouvez vous acheter la maison que vous voulez pour une bouchée de pain, entre guillemets, si on est dans la logique que vous évoquiez là, mais pas cher. En tout cas pour pas cher. Le problème, c'est que vous n'allez pas gagner d'argent, en fait. C'est-à-dire que vous l'achetez, vous remettez de l'argent en rénovation, et vous n'arriverez pas à la revendre, a priori, au même prix que le coût d'achat plus le coût de rénovation. Donc, bien sûr qu'à Paris, vous serez à 10 fois plus cher au mètre carré minimum à 10 000. Simplement, vous allez avoir une augmentation du prix de l'immobilier. Et nous, on cherche, si vous voulez, une tension à tendre le marché. Vous avez raison, Quentin Brière. J'ai fait une petite analyse, justement, puisque comme on se connaissait un peu, j'ai essayé de chercher, justement, j'ai pris les chiffres depuis les années 60. Donc j'ai pris les chiffres depuis un peu plus de 50 ans. Alors c'est sans appel, la placement en gestion d'actifs sur Saint-Dizier, elle est plus que rentable. En fait, c'est une façon de mettre de l'argent au coffre, dans une certaine mesure. Pour deux raisons. La première, c'est que, effectivement, vous l'avez rappelé, la maintenance de l'actif immobilier, c'est les travaux, le fait de régénérer son actif, c'est un écart de valeur d'environ 25 à 30% déjà. La deuxième, c'est que vous avez dit une chose très juste, et c'est important, et je voudrais juste faire une petite assertion là-dessus, c'est le fait que, systématiquement, quand on fait des opérations immobilières, on cherche à faire de la plus-value. Et c'est presque un non-sens en soi. Je m'explique. Souvent, le placement immobilier
on est sur la gestion du revenu, du placement immobilier, avec ce qu'on appelle le taux de rendement sur la location, par exemple. Et effectivement, ceux qui cherchent à faire la culbute, finalement, ne sont pas dans la zone la plus dynamique. Effectivement, si on cherche à faire des plus-values de 15, 20, 30 ou 40%, il ne faut pas venir ici. Par contre, si on cherche à avoir une rentabilité sur un long terme, par le biais de l'investissement locatif, j'ai regardé vos taux de rendement, vous n'avez rien à envier aux villes moyennes. Et si demain, aujourd'hui, on a des investisseurs, et je vous le dis les amis, par exemple les OPCI, les SCPI, vous êtes sur un schéma long terme dans lequel les taux de rendement aujourd'hui en SCPI sont entre 3,80 et 80, j'ai trouvé ici des opérations sur lesquelles vous avez des taux de renta qui font aujourd'hui envie à d'autres personnes qui pourraient l'investir. Mais ça demande, et vous avez raison Quentin Briard, un vrai investissement, j'allais dire presque psychologique, de venir ici, d'examiner, de collaborer avec les notaires, d'analyser les marchés, marché par marché, et surtout de travailler avec vous, les collectivités locales, pour favoriser ce logement. Et j'ai regardé, vous avez avec la rénovation sur du bâtiment ancien, régénéré, avec les aides, et on va en parler avec un grand spécialiste, c'est Pierre-Marie Perrin, on a la possibilité d'être à 6,5% en moyenne de taux de rentabilité. J'ai même trouvé des opérations entre 7 et 8. Si vous enlevez la fiscalité, les amis, c'est mieux que le livret A, c'est mieux que les contrats d'assurance vie, donc investissez à Saint-Dizier. Voilà, point barre. Le locatif a énormément d'avenir à Saint-Dizier parce que l'offre est insuffisante. Et donc, vous avez des prix aujourd'hui au mètre carré. Il faut chercher le revenu ici et pas chercher la plus-value. Ou alors, ce sera de la location de basse qualité. Et donc, quand vous allez, à partir du moment où vous faites de la qualité, vous pouvez louer aussi cher qu'à Reims. C'est ce qu'on constate. Donc en fait, vous avez des bragards aujourd'hui qui font fortune parce qu'ils ont compris qu'il y avait ici un marché de l'immobilier qui n'était pas pris par les majors. Vous confirmez les propos. Mais bien sûr. C'est pas la plus-value qu'il faut chercher. Il faut chercher une sécurisation de revenus. Il faut placer son argent dans la rénovation énergétique, en tirer un revenu. Et je vais vous dire, en vue de la retraite, par exemple, pour des petits porteurs, pour des petits investisseurs, sur ce qu'on appelle, vous savez, à Paris, des clubs deals, sur des villes moyennes, il y a des vrais avenirs avec des tickets très bas et qui permettent à des populations, notamment les plus modestes, de se faire un capital en vue de la retraite. Voilà. Moi, je pense que vous êtes tout à fait l'archétype de la défense de ce type d'action. Voilà, je voulais le dire. Mettre une réaction sur justement vous êtes d'accord, l'investissement locatif, le rendement locatif, le oui, placement. Le rendement. Si je vous dis qu'on peut trouver du 7-8%, oui, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. Mais c'est ce qui est énorme par rapport à de nombreuses villes que l'on traverse avec Sylvain. Là où on a des soucis, où les propriétaires ont des soucis, c'est quand ils voient un peu petit et où ils pensent pouvoir gérer leur location en flux tendu. Donc en prévoyant pas suffisamment de réserves, ou s'il y a un événement un peu compliqué, un locataire qui se met à pas payer son loyer pendant 6 mois, ou une grosse réparation de chaudière à faire, souvent il y en a que ça met dans la panade. Vous savez, il y a une dynamique aujourd'hui dans le logement ancien qu'on oublie trop souvent. On parle de logement intermédiaire, vous savez, on dit que le logement intermédiaire c'est pour le neuf. Non, pas du tout. On peut faire du logement intermédiaire dans l'ancien. C'est-à-dire, le logement intermédiaire, ceux qui ne sont pas assez riches pour accéder au marché privé, est légèrement trop élevé par rapport aux critères du logement social. Je pense qu'il y a un mix à trouver. Et je vais vous dire, les standards du logement social et du logement intermédiaire sont d'excellentes factures, de qualité, et sont très aidés par les élus locaux, parce que c'est ce qu'on appelle des investissements à impact. Et je pense qu'il y a un vrai avenir, justement, sur ce type de solution. Dernière question, voilà. Maître, c'est un peu la tradition quand on reçoit justement un notaire dans les clés de la ville. En cette période justement d'incertitude, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui quand on souhaite vendre ou bien acheter un bien immobilier? Quels sont vos bons conseils? Pour vendre, il faut préparer son dossier. Il faut préparer son dossier parce que trop souvent, on voit là un vendeur qui arrive... Alors surtout, a fortiori, quand il ne s'est pas entouré d'un professionnel, un notaire, un agent immobilier pour réaliser sa vente, il arrive en nous disant voilà, j'ai un acheteur, faites-moi la vente. Et on se retrouve des fois avec des délais relativement importants, des fois 15 jours, 3 semaines pour préparer un compromis de vente, parce qu'il n'a pas anticipé les choses en amont. Il n'a pas retrouvé son titre de propriété, il n'a pas constitué de petit dossier avec l'historique des travaux qu'il a pu faire, parce que toutes ces choses-là, maintenant, ça a vraiment un impact important dans les ventes. Voilà, j'ai changé ma porte d'entrée, t'as demandé l'autorisation à la mairie, non.
Voilà, tu avais du bois, tu as mis du PVC. Toute la préparation en amont. Voilà, c'est ça. J'ai fait des travaux importants, j'ai changé mon toit. Est-ce que tu as les factures des entreprises? Voilà. Toutes ces choses-là, l'acheteur va les demander et nous, on va contrôler ça. Okay. Ça, c'est côté vendeur et côté acheteur. Côté acheteur, prévoir les choses vraiment en amont aux côtés de son banquier et ou de son courtier pour savoir quelle enveloppe on a besoin et sur quel bien on peut se tourner. Merci beaucoup, Maître voilà, Louis Haussmann. Maître Louis Haussmann. Maître notaire ici à Saint-Dizier. Je vous propose, les amis, une séquence qu'on aime beaucoup. Justement, on va parler de rénovation énergétique sur lequel il y a un vrai enjeu et d'ailleurs à l'aube d'un calendrier qui est contraint avec une dynamique, j'allais dire, normative qui bouge quasiment tous les 8 jours. Il y a quasiment une modification tous les 8 jours. C'est à n'y rien comprendre. Et heureusement, on a Pierre-Marie Perrin, qui est directeur des affaires publiques d'Elio, qui va nous expliquer enfin comment on va pouvoir décrypter cette actualité. C'est tout de suite après ça. Les clés de la ville, bien mieux, avec Elio. Voilà, bienvenue les Braillards. Voilà, ça y est, je fais partie de la ville de Saint-Dizier. J'y suis, j'y reste. Voilà. En plus, je serai logé par le maire de... Merci Quentin Brière. Voilà, on est très heureux d'être avec vous à Saint-Dizier. Encore une fois, avec Olivier Marin et l'ensemble de nos équipes, on voudrait remercier le CAB, que vous avez été top, vous nous avez super bien accueillis. On est dans un écrin architectural. Venez, bien sûr, à Saint-Dizier. On va parler de rénovation énergétique. Bonjour Pierre-Marie Perrin. Bonjour Sylvain. Comment ça va? Ça va très bien. Vous nous avez manqué le mois dernier. Vous aussi. Voilà, on est très heureux de vous revoir. Et heureusement que vous êtes là, vous allez nous donner... Voilà le B.A.B.A., l'alpha et l'oméga de la rénovation énergétique, n'est-ce pas Olivier? Oui, absolument, parce qu'on est un peu, c'est vrai, Sylvain le disait, on est un petit peu perdu entre MaPrimeRénov', les interdictions de location au 1er janvier 2025, est-ce que ça concerne les appartements, les maisons, le particulier, est-ce que les copropriétés en font partie ou pas? Est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il n'y en a pas? Le fonds vert qui se réduit comme neige au soleil, par exemple, des choses comme ça. Décrypter tout cela, mais tout d'abord, déjà de rappeler, Elio, la mission principale d'Elio. Alors, notre mission principale, c'est d'accompagner l'ensemble des consommateurs d'énergie dans la réduction, premièrement, de leur consommation et deuxièmement, de réduire leurs factures. On le sait, c'est extrêmement important aujourd'hui et ça l'est d'autant plus pour les collectivités territoriales, comme vous le disiez Sylvain, qui perdent beaucoup de budget, notamment une baisse de la dotation globale de fonctionnement, mais également du fonds vert qui est quasiment divisé par 2. Donc là, il y a un vrai sujet et nous, on accompagne du coup les consommateurs, les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux, le tertiaire, l'industrie et les particuliers dans la recherche de financement, que ce soit des aides publiques, mais également des aides privées. Parce qu'aujourd'hui, en France, vous avez des aides qui s'appellent les certificats d'économie d'énergie, qui est le premier véhicule aujourd'hui qui finance la rénovation énergétique à hauteur de 6 milliards d'euros, et peut-être dans les années à venir, dans les 5 prochaines années à venir, de quasiment 10 milliards d'euros. Donc nous, on est là pour les aider, monter leur dossier, et surtout essayer de les aider pour comprendre. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est très complexe. On a besoin de transparence, on a besoin de confiance plus que jamais. Avant d'aborder Saint-Dizier, la ville de Saint-Dizier, notamment sur l'aspect logement et rénovation énergétique, au niveau national, où en est-on si l'on devait faire une synthèse très concrète, Pierre-Marie? Alors, plusieurs sujets. MaPrimeRénov', on en a beaucoup parlé, la nouvelle ministre du Logement a fait des annonces la semaine dernière et a annoncé que l'horizon 2025, c'est 350 000 rénovations énergétiques de logements. Donc c'est important, ça l'est moins que ce qui était prévu puisqu'on a une baisse et aujourd'hui MaPrimeRénov' c'est 2,3 milliards d'euros pour 2025, mais il y a des signaux quand même positifs. Il y a une banque de la rénovation énergétique dont a parlé la ministre, mais également l'élargissement du prêt à taux zéro, et je crois que ça tient à cœur à Monsieur le maire, on en parlait tout à l'heure, c'est des sujets très importants. Et puis, vous allez avoir un principe de réalité. Comme vous le savez, au 1er janvier 2025, tous les logements classés en étiquette énergétique G devaient être interdits à la location. Sauf que, il y a une complexité, notamment pour les copropriétés. Aujourd'hui, on sait que le principe de réalité, on ne va pas pouvoir rénover l'ensemble des copropriétés classées G dès 2025. Donc, il y a un principe qui est de dire, si vous avez déjà engagé des plans pluriannuels de travaux, si vous avez déjà engagé des travaux de rénovation énergétique, ou s'il y a un blocage dans les AG,
cela va pouvoir décaler un petit peu la temporalité de rénovation énergétique. Mais il faut montrer sa bonne volonté pour que ça puisse s'appliquer. Mais alors, pour les propriétaires bailleurs privés qui nous écoutent, qui est concerné par l'interdiction de louer au 1er janvier 2025 pour les logements classés G? Et ben notamment les logements individuels, donc les Français qui ont un pavillon, qui ont une maison, alors eux, et qui veulent le louer, ils sont dans l'obligation de réaliser ces travaux pour les nouveaux baux, donc lorsqu'ils vont signer un nouveau bail à partir de janvier 2025, ou lors d'un renouvellement. Première location ou dans le cas d'un renouvellement. Exactement. Est-ce que donc pour les copropriétés qui gagnent un peu de temps en fait sur le calendrier, donc c'est décalé à 2028 voire 2034, hein, c'est ça, au moins d'engager qu'il y ait une volonté de faire des travaux, c'est surtout ça qui doit être entendu, exactement c'est ça, la bonne en fait. foi. On sait qu'un projet de rénovation énergétique en copropriété, ça prend 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, qu'il faut mettre beaucoup de gens d'accord autour de la table, et donc ça c'est complexe. Et donc l'État a dit, face à ce principe de réalité, tant qu'il y a une volonté, tant qu'il y a un accord, tant que des travaux sont engagés, on va pouvoir décaler un petit peu la temporalité, ce qui nous semble assez judicieux, et de toute façon on est face à ce mur-là, et donc il faut quand même avoir un petit peu de souplesse pour cela. Donc pour vous c'est réaliste en tout cas, c'est réaliste, exactement. Une bonne décision. 2 autres sujets dont je voulais parler. Il y a eu le vote d'une proposition de loi autour des logements et des meublés touristiques, dite loi Airbnb, pour dire aujourd'hui, vous avez des zones très tendues où vous avez des logements et des meublés touristiques qui étaient exclus de cette législation. On leur dit, aujourd'hui, vous allez être obligés de vous y conformer, ou dans les zones un peu moins tendues, à partir de 2034, votre logement devra être classé dans l'étiquette énergétique entre A et D. Voilà. Et puis, dernier sujet, quand on parle de rénovation énergétique, beaucoup et certains pensent à fraude. Et donc là, il y a des projets de loi. Éco-délinquance. Éco-délinquance, exactement. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, le gouvernement et l'administration est d'une fébrilité à ce sujet incroyable. Et malheureusement, les bons players, les bons acteurs comme vous et d'autres players du secteur qui font un travail académique, qui font un travail de concertation avec les élus locaux, ils en prennent plein la gueule à cause de ça. Et il faudrait vraiment arriver un jour à en finir. Exactement, et donc il y a une proposition de loi qui est portée par l'ancien ministre du Budget, Thomas Cazenave, qui devrait être étudiée lors d'une niche parlementaire début décembre. Ça sera peut-être reporté en début d'année pour justement lutter contre les fraudeurs, mettre plus de transparence, qu'on puisse avoir accès aux personnes qui ont déjà travaillé dans d'autres business financés par l'État. Je pense au compte personnel de formation, je pense aux masques. Voilà. Donc pour éradiquer cette fraude et pour pouvoir assainir la filière de la rénovation énergétique. Alors maintenant, on va parler de Saint-Dizier, et notamment le parc de logement. Si déjà on prend une photo, le parc de logement, entre logements sociaux... Olivier, la question, et ça fait 3 saisons que je viens sur le plateau, Saint-Dizier est une des villes, et la ville où il y a le moins de passoires énergétiques F et G en France. Depuis les 3 saisons. On peut... Non, mais c'est un motif de satisfaction. Votez comment ça s'explique? On est à 5% aujourd'hui, alors que la moyenne française de F et G, c'est 17%. Je vais vous dire, c'est exceptionnel. On a fait 43 villes quand même. Hein. Je veux dire, et je peux vous dire qu'il y a des fois, avec Pierre-Marie, on n'osait même pas dire le chiffre, tellement que c'était... Oui, ça peut aller jusqu'à 20, 25, 30%. De... Vous êtes... C'est incroyable. Je vais répéter je le chiffre tout le temps. Hein. Je vais le dire partout. Ouais. Alors, c'est des chiffres très sérieux, parce que ce sont les chiffres de l'ADEME. Comment on peut l'expliquer, ce chiffre si bas? Explication. Alors, je vais me retourner un petit peu vers Monsieur le maire. Et je pense que déjà, il y a le fait que la ville soit bien gérée. Vous parliez tout à l'heure de patrimoine public, et peut-être qu'il y a eu des investissements publics qui ont été faits là-dessus. Et puis, on en parlait, la ville était plutôt bien gérée, et je pense que les particuliers font aussi des travaux. Donc, après, c'est plutôt Monsieur le maire qui va pouvoir répondre à cette question-là. Y a-t-il des aides spécifiques, une politique en matière de rénovation énergétique? 7%, c'est exceptionnel. Il y a 2 choses. Il y a l'apport énergétique, c'est-à-dire d'où ça vient. Et aujourd'hui, on a plus de 4000 logements qui sont raccordés au réseau de chaleur urbain qui fonctionne par chauffage biomasse, notamment tout le parc
de logement social est raccordé à la biomasse. Donc en fait, ça, je pense que c'est plutôt positif. Après, faire en sorte que dans les logements, notamment dans tout le secteur ORT qui est très large sur l'ensemble du cœur de ville, il y ait des travaux, là, on a boosté les aides de manière aussi forte que possible. Qu'est-ce qu'on fait par exemple ? Une personne qui est simplement intéressée par l'achat d'un bien, mais qui ne sait pas comment réfléchir vis-à-vis de ça, commence par venir nous voir au service Habitat. Nous lui mettons à disposition un architecte. Nous lui mettons à disposition une association qui va aller chercher, de fiscalistes, qui va aller chercher tous les avantages fiscaux qui peuvent être récupérés. Et nous faisons pour lui toute l'ingénierie financière. Un accompagnement sur mesure. Exactement, sur mesure, pour aller récupérer l'ensemble des certificats d'économie d'énergie que vous évoquiez, etc. Ah oui. On prend en main l'acheteur. Donc on a et l'acheteur potentiel. Voyez, mais ça lui coûte zéro. Ça lui coûte zéro. Et il peut ne pas avoir l'intention ensuite d'acheter son bien. Mais si vous vous dites, je vais racheter une maison de maître en centre-ville de Saint-Dizier, je vais la transformer en 2 appartements, par exemple. Oui. Et puis au fond, dans le jardin, je vais faire investir. Voilà, il va investir ça. Le modèle, il n'est pas si simple à construire. Donc nous, on va aller aider l'acheteur potentiel pour toute la constitution de ce modèle, pour déclencher un maximum d'aides. Et puis derrière, on va nous-mêmes ajouter, la ville, des aides financières, notamment à la rénovation, non seulement énergétique, mais la rénovation du bâti, rénovation de façade et tout ça, pour inciter l'acheteur, et notamment le primo-accédant, à venir à Saint-Dizier. Donc, je vous donne un exemple. Une façade que vous refaites à Saint-Dizier dans les règles de l'art, si vous êtes dans le bon secteur, on vous aide jusqu'à 60%. C'est-à-dire qu'on vous paye plus de la moitié de votre façade, selon les secteurs. Une fenêtre, vous faites une fenêtre en bonne et due forme, une menuiserie, on va vous aider jusqu'à 500 € la menuiserie. Mais quasiment, on paye la moitié de la menuiserie, quoi. Vous réunissez 2 logements individuels qui étaient vacants, vous les réunissez pour en faire un grand logement, on vous donne une aide, plusieurs milliers d'euros. Vous créez un espace extérieur, vous recréez une terrasse, un jardin, on vous donne une aide, plusieurs milliers d'euros. Vous achetez votre premier bien à Saint-Dizier, on vous donne une aide. Le bon réflexe, c'est vraiment de venir à la mairie. Quoi. Ah oui, c'est indispensable. On a beaucoup communiqué. On va le dire d'ailleurs. Et sans condition de ressources, ce que j'évoque, c'est très important. D'accord. Donc ça vient que vous soyez investisseur, primo-accédant, que vous vouliez venir vivre à Saint-Dizier, la première réflexe, on vous le dit les amis, c'est de venir ici à Saint-Dizier. À la limite, même pour chercher un bien. Pour chercher un bien. Alors, les meilleurs seront les agences, c'est clair. Non. Oui, nous, vous pouvez les orienter vers les agences. Nous, on oriente vers les agences et les notaires. Vous avez identifié le bien. Les agences et les notaires nous connaissent et ils savent tout de suite mettre l'acheteur potentiel entre les mains de la ville pour qu'on puisse faire tout ce travail d'accompagnement. On l'a pas souvent entendu, ça. Non, c'est vrai que c'est une première. C'est ce qui participe à l'attractivité de la ville. Oui, mais ça explique aussi, bien sûr, les résultats que vous annoncez qui sont très bons dans le classement des villes. Exactement. Alors, Pierre-Marie, on va reprendre le fil, notamment sur les logements, sur Saint-Dizier, avec des cas concrets. On aime bien d'avoir ces cas concrets où Elio vous aidez sur la rénovation énergétique. Alors, premier cas concret... Des cas qui ont été faits à Saint-Dizier. Je voudrais juste rappeler, Olivier, qu'Elio a travaillé pour les bailleurs sociaux à Saint-Dizier en 2021, et vous parliez de 43% de bailleurs sociaux, mais on a réalisé quasiment l'isolation de plancher bas de plus de 20 000 m² de plancher bas dans 49 résidences à Saint-Dizier pour les bailleurs sociaux, et ça participe aussi du fait que la ville soit bien notée et une bonne performance énergétique. Ça participe clairement au score. Hein. Tout le parc social a été et est en cours de rénovation de manière très massive. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux sont des très bons élèves en France là-dessus. Alors, premier cas concret, donc rénovation globale en copropriété. Vous nous amenez du côté de la rue Michelet. Alors exactement, on a rénové une copropriété avec un bâtiment de 35 logements à peu près, chauffage au gaz, et on a réalisé plusieurs travaux, notamment l'isolation des murs par l'extérieur, l'isolation de la toiture terrasse, et on a réussi à mobiliser des aides pour des travaux aux alentours de 500 000 €. On a réussi à avoir 300 000 €. Donc ce qui est 3/5 des aides, c'est assez important, notamment grâce à MaPrimeRénov' copropriété, qui est plus difficile à mobiliser, mais une fois qu'on l'a, ça permet de bien financer. Et puis les certificats d'économie d'énergie dont on parlait tout à l'heure, aux alentours de 90 000 €. Et là, l'étiquette. Et l'étiquette, c'est important, c'est impressionnant. On est passé de D à A. Et donc ça, de C à A, pardon. On arrive très, très rarement à une étiquette énergétique A, et c'est important de le souligner. Deuxième cas concret, alors là c'est une rénovation globale maison individuelle, toujours à Saint-Dizier, on est pour rue un particulier. Paul Bert. Voilà. Alors là, on est une maison et on arrive assez rarement à ce genre de cas où on passe d'une étiquette énergétique de G à D, ce qui est pas trop mal, mais sur des travaux de 39 000 €, on a réussi à financer l'intégralité. L'intégralité. Exactement.
Donc on est sur quel code couleur? On est sur un code couleur, parce qu'il y a des codes couleurs, hein, Pierre-Marie. Oui, on passe de ménageux, de rouge à jaune. Ah oui. Et donc on arrive en isolant les combles perdus, en mettant en place une pompe à chaleur RO et en installant un chauffe-eau thermodynamique, on arrive à financer avec MaPrimeRénov et les C2E 39 000 125 sur 39 000 126 euros de reste à charge. Combien? Pour le reste à charge, 1 euro. Donc ça arrive rarement ces cas de figure, mais dans ce cas-là, d'une maison individuelle. Est-ce que Pierre-Marie, on peut vous avez réussir fait à la faire ça. démonstration que, vous savez, moi j'ai été souvent sur BFM Business avec mon ami Olivier, en tant qu'éditorialiste, j'ai fustigé en disant que c'était un peu de l'arnaque, les chaudières à 1 euro. Oui. Est-ce que là, vous venez de faire de la démonstration? Il va falloir que je m'excuse publiquement. Non, pas du tout. Les cas sont assez rares. Et effectivement, quand il y a des rénovations énergétiques dites à 1 ou à 0 jamais cru. Ou à 0 euros, Ouais. ça peut dire qu'il y a il pourrait y avoir une fraude derrière ça. Donc il faut bien le regarder. Il faut que les particuliers se renseignent et surtout fassent confiance à des gens qui ont pignon sur rue, qui ont des sites internet, qui ont des gens Bien sûr. investis sur le territoire. Comment Si on vous peut avez vérifier juste des offres sur internet avec des .com ou des .fr, Comment faut faire très comment attention. on peut vérifier, Pierre-Marie, qu'on tombe sur un bon player? C'est quoi le bon truc? C'est le site? C'est La quoi? première des choses, c'est de taper sur Internet, voir les avis Google. C'est la première des choses. Vous allez D'accord. voir si c'est très bien noté, très mal noté. Si vous avez très peu d'avis Google, vous dites « Oh là là, cette personne n'a pas forcément beaucoup travaillé ». Si vous avez plusieurs milliers d'avis Google, vous les regardez. Et là, vous pouvez commencer à avoir confiance. Après, vous pouvez appeler des amis, appeler la mairie. Donc la mairie est quand même le tiers de confiance. Vous pouvez appeler le service France Rénov, qui souvent est basé dans les villes. Donc vous avez des numéros gratuits qui vous permettent d'être orientés. Et puis surtout, maintenant, aujourd'hui, quand vous faites des rénovations dites d'ampleur ou des rénovations globales, vous êtes obligé de passer par mon accompagnateur Rénov, qui est un petit peu le garant, qui va vous orienter et qui va vous accompagner tout le long de votre parcours de rénovation énergétique de votre logement. Donc aujourd'hui, on est quand même plus rassuré. Et quand on a beaucoup d'aides, des volants d'aide allant de temps en temps jusqu'à 60 000 euros sur 70 000, où on prend en charge quasiment 90% des coûts des travaux, on a un tiers de confiance et c'est en train de s'améliorer et on tire vers ça. Eh bien, grand merci, Pierre-Marie Perrin. Applaudissements. Avec plaisir, merci. Vous restez avec nous, Pierre-Marie. On va procéder à la conclusion de cette émission. On est très heureux d'être venu ici, chez les Bragards, à Saint-Dizier, bien évidemment, la ville où il faut aller et investir. Et d'ailleurs, comme ça, je suis porté par une citation. Je me dis, si je vous dis que la beauté sauvera le monde, vous êtes d'accord? Oui. Mais écoutez, c'est la devise à C'est la Saint-Dizier, devise. puisque dans le journal de la mairie, c'est marqué « La beauté sauvera le monde ». Et il y a une chose magnifique. Vous avez vu les panneaux qu'on a vus avec les grands Les œuvres peintres? d'art à la place des publicités. Voilà. Ça a fait un buzz pas possible. Vous avez vraiment beaucoup de talent, Quentin Brière. Vous m'aviez déjà impressionné à la Fondation Palladio à Paris, mais là, franchement, vous avez fait très fort. Vous invitez la beauté et la culture dans votre bonne vieille ville de Saint-Dizier. Je suis ravi que vous souligniez cette initiative. On s'est dit au fond en plein Covid comment on fait pour lutter contre la dépression collective. Et au fond, je me dis mais attends, et si on prenait... Alors il y a cette phrase qui me vient moi de Dostoïevski, la beauté sauvera le monde, qui est culottée quand même. Quand l'auteur écrit ça, il faut pas avoir peur de ça. Et puis cette idée de prendre des panneaux publicitaires qui sont faits pour vendre et qui sont relativement moches, et d'en faire quelque chose de gratuit. Et pour y afficher des chefs-d'œuvre de l'humanité. Donc, d'une pub pour SUV ou pour parfum, vous avez soudain un Botticelli, un Klimt, un Renoir, un Hokusai qui vous accueille dans la ville et qui, pendant 3 semaines, avec cette phrase « La beauté sauvera le monde », essaye de vous donner le sourire. Et vous avez, en plus, c'est très intéressant parce que vous invitez la culture dans des villes où il y avait un désert culturel. Vous invitez la connaissance et la beauté là où finalement elle ne résidait plus. Vous l'avez amené chez les personnes. C'est une formidable mesure d'égalité sociale, d'accès à la culture, et de cela, on vous en remercie. Et je vais citer, et je le fais souvent avec notre ami Olivier, je vais citer Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait finalement, le monde est partagé entre 2 catégories de personnes. Vous avez les pusillanimes et les aventuriers. Et souvent, Diderot disait, le défaut des gens d'esprit, souvent, c'est la crédulité. Et le défaut des lâches, c'est l'incrédulité. Parce que
finalement, les crédules, quand ils voient le monde, ils le voient tel qu'il pourrait être, et non pas comme les seconds tel qu'il est. Et c'est ce qui fait que finalement, vous êtes ce qu'on appelle un téméraire, et les autres des Pisinelli, vous êtes définitivement un téméraire, Quentin Brière. On a eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Merci infiniment, je suis très heureux. Merci beaucoup. Voilà, après cette belle citation de Dino Diderot, on voulait, Quentin Brière, vous laisser la conclusion de cette émission. Merci infiniment d'abord à vous d'être venu jusqu'à Saint-Dizier. Le mot que je voudrais avoir finalement, c'est pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. N'ayez pas peur d'aller dans ces villes dans lesquelles vous avez vos attaches, vos racines. Parce que c'est ça le sujet. C'est pas de vous demander, habitant Paris ou je sais pas où, à quel endroit vous pourriez un jour vous installer au hasard. Venez là où vos racines sont et vous le verrez en venant à Saint-Dizier. Il y a tout qui a changé depuis aujourd'hui une dizaine d'années. Il y a tout pour faire de cette ville une petite ville qui a tout d'une grande. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que nos villes, parce qu'elles offrent un marché immobilier extrêmement peu cher, parce qu'elles offrent aussi pour les enfants, les familles, tout ce qu'il faut pour arriver à vivre convenablement ici, et bien qu'il y a de quoi venir jusque dans notre ville, jusqu'à Saint-Dizier bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a toujours autour de ces villes un territoire, un bassin de vie, et notamment une nature absolument exceptionnelle. Et notamment, je parle du lac du Der, qui est proche de Saint-Dizier, qui est le plus grand lac artificiel d'Europe, qui est un lac qui a été conçu pour réguler les eaux de Paris, et qui est donc charnellement lié à Paris. Venez, vous Parisiens, passez du bon temps sur ce lac du Der en passant un coup par Saint-Dizier. Si vous venez me saluer, j'en serai très heureux. Merci à vous. Nous le ferons avec grand plaisir. Merci à vous et merci aux équipes. Les clés de la ville, une production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin.